Lorsque l'on est petit, on est dans une période de sa vie où on est particulièrement impressionnable. C'est un moment où des œuvres d'art, peu importe leur caractère, peu importe leurs médias, peuvent avoir un impact fort sur la fondation de nos identités. Je me rappelle très distinctement de mon premier visionnage du film The Blues Brothers et de l'impression que ce film m'a fait. J'avais jamais imaginé dans ma vie qu'un film aussi cool puisse exister avec un humour qui me parlait tant et surtout une bande-son aussi mémorable. The Blues Brothers a façonné mes goûts cinématographiques, mais plus que ça, il a façonné mes goûts musicaux. C'est le film qu'il faut voir pour s'initier au blues. Après l'avoir vu, je voulais porter des lunettes noires, écouter Ray Charles et faire partie d'un groupe. The Blues Brothers, c'est un film de John Landis sorti en 1980, avec dans les rôles titres Dan Aykroyd et John Belushi. C'est une comédie et un film musical, mais ce n'est pas une comédie musicale, puisque les scènes de dialogue ne se font pas en chantant. Les Blues Brothers, Jake et Elwood, sont deux délinquants et anciens musiciens, habillés de noir de la tête aux pieds. Alors que Jake vient de sortir de prison, ils apprennent que l'orphelinat dans lequel ils ont été élevés est endetté et va devoir fermer ses portes. Ils doivent alors réunir 5 000 $ en 11 jours pour sauver l'établissement. Pour cela, les frères décident de reformer leur ancien groupe de blues et de partir en tournée. Cependant, leur conduite et autres problèmes d'attitude va vite attirer l'attention de la police, du parti nazi américain et d'une ex-revancharde. Leur tournée musicale tourne rapidement en course-poursuite, rythmée par les plus grands musiciens de blues de l'époque. Pour vous mettre dans l'ambiance, je vous propose d'écouter la bande-annonce. The day I get out of prison, my own brother picks me up in a police car. They want $5,000. $5,000, no problem. We'll have it for you in the morning. No! I will not take your filthy, stolen money. I guess you're really up shit creek. Jesus Christ! Putting the band back together. You better think about what's trying to do to me. Yeah, think. Let your mind go, let yourself be free. Oh, freedom, 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 freedom. Would there be anything else? Yes, do you have a Miss Piggy? Le terme de film culte est un terme qui revient souvent dans les discussions cinéphiles. Un film culte, c'est un film ayant acquis un groupe fortement dévoué de fans. Aussi, un film culte, c'est un film qui a survécu au test impitoyable du temps, qui est toujours cité et discuté dans les discussions cinéphiles. En bref, The Blues Brothers, c'est un film aussi culte qu'il est possible de l'être. C'est un film qui dispose d'une atmosphère bien à lui, de citations mémorables à l'appel ou encore de costumes complètement emblématiques. Les lunettes noires, les chapeaux noirs et le complet noir que portent les héros du film font partie intégrante aujourd'hui de l'imaginaire cinéphile. Une composante importante du film, et la raison pour laquelle il fait partie des films que l'on a retenus, c'est cette impression de cool qui se dégage du film. C'est assez compliqué d'expliquer ce qui est cool au cinéma, puisque c'est complètement subjectif, mais The Blues Brothers fait partie de ces films qui, grâce à leur imagerie, grâce à leur iconographie, et grâce à leurs acteurs, leur musique, s'inscrivent dans cette catégorie des films cool. C'est un film qui est extrêmement agréable à regarder. C'est le film pour lequel je prends le plus de plaisir à regarder et qui projette un sentiment de confiance, d'assurance absolument totale. Puisque rien n'affecte les Blues Brothers, qui restent impassifs derrière leurs lunettes noires. Ils ont beau être poursuivis par la moitié de la population de Chicago, ils ne paniquent pas et ne pensent qu'à terminer leur tournée. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il est souvent cité comme un rock movie, c'est-à-dire les films mettant en avant de la musique rock, mais aussi la mentalité provocatrice, l'imaginaire, les codes du rocker. Pourtant, ce n'est pas un rock movie, puisque c'est un film à l'honneur du blues, c'est les Blues Brothers.
Et ce qui fait que ce film est vu comme un rock movie, c'est qu'il adopte totalement la mentalité d'un rock movie. C'est un film qui est impertinent, provocateur, souvent dans la surenchère. Il bénéficie de cette mentalité de mauvais garçon, fait souvent en sorte de surprendre le spectateur, de sortir des normes habituelles. Cette idée est aussi appuyée par une scène du film dans laquelle les frères mangent à un restaurant gastronomique de façon très sale et très vulgaire pour se moquer des manières de la haute société. C'est également un film qui n'a pas peur d'aller dans la comédie de surenchère, voire de surréalisme. Le réalisateur multiplie les accidents de voiture spectaculaires, les gags visuels les plus fous, et c'est un film qui, je le dis comme un compliment, n'a pas peur d'aller dans le stupide pour faire rire son spectateur. Tout particulièrement à la fin du film, où les règles physiques les plus élémentaires ne sont plus respectées, et les voitures volent absolument dans tous les sens, littéralement volent. Cette mentalité rock, le film le doit surtout à ses deux acteurs principaux. Avant le film, John Belushi et Don Aykroyd étaient des comédiens pour Saturday Night Live, une émission de comédie qui est maintenant culte, qui passait tous les soirs sur NBC, et tous les samedis soirs sur NBC, et qui mettait en scène des comédiens dans des sketchs. À cette époque, SNL ou Saturday Night Live bénéficiait de cette même aura rock d'impertinence qu'elle avait obtenue en mettant en scène des sketchs très osés et assez novateurs. Lors d'un sketch, John Belushi et Dan Aykroyd se retrouvent sur scène dans des rôles de bluesman. Les deux acteurs aiment tellement l'expérience qu'ils décident de former un groupe et sortent en 1978 un album nommé Briefcase Full of Blues. Le succès que rencontre cet album les incitera à écrire un film qui deviendra The Blues Brothers, qui est écrit Dan Aykroyd et qui sortira 2 ans plus tard, en 1980. Malgré le fait que John Belushi et Dan Aykroyd soient déjà de grandes stars au moment de la réalisation du film, on ressent quand même cette énergie d'outsiders qui a fait leur succès. Le tournage, lui aussi, était très rock. Le film dépassant très largement le budget alloué au départ, jusqu'à atteindre 30 millions de dollars, qui est énorme pour l'époque, et devient une des comédies les plus coûteuses de l'histoire du cinéma. Les cascades en voiture et le nombre de figurants font de The Blues Brothers un film très ambitieux. On peut également ajouter à cela les problèmes d'addiction à la cocaïne de John Belushi qui rendaient l'acteur très difficile à gérer sur le tournage. John Belushi qui d'ailleurs mourra 2 ans plus tard à l'âge de 33 ans, 2 ans après la sortie du film, donc en 82, à cause de ces mêmes problèmes de drogue. Malgré son côté impertinent et provocateur, The Blues Brothers est un film qui rend honneur au blues et à son héritage. Dès la conception du film, le but pour Dan Aykroyd était de mettre en avant la culture afro-américaine et sa musique. Ce qu'il y a de plus impressionnant chez ce film, c'est le nombre de stars énormes du blues qu'il réussit à réunir. Ray Charles est par exemple gérant d'un magasin de musique et il arrive à convaincre le groupe d'acheter un vieux piano grâce à la musique maintenant très connue Shake a Tail Feather. Et lorsqu'il passe dans un diner, les Blues Brothers rencontrent Aretha Franklin qui remet son mari à sa place avec la musique Think, complètement culte aujourd'hui. D'autres apparitions témoignent plus du clin d'œil. Par exemple, on peut voir John Lee Hooker, un chanteur de blues complètement, absolument connu, absolument légendaire, qui chante sa musique culte Boom Boom au coin d'une rue, comme si de rien n'était. Et j'ai toujours trouvé ça absolument génial qu'une légende du blues comme John Lee Hooker interprète sa musique phare comme ça dans un caméo de 1 minute qui passe presque inaperçu. D'autres très grands artistes sont présents dans le film, comme James Brown en révérend dans une église, ainsi que le génial Cab Calloway qui interprète sa fameuse musique Minnie the Moocher à la fin du film. Le film est vu comme une façon de mettre en avant la galerie phénoménale de musiciens dont dispose le blues, de montrer à quel point l'histoire du blues est riche de personnalités excentriques et talentueuses. On peut aussi voir ce film comme une manière d'initier les non-connaisseurs au blues, de montrer toute la joie qui peut sortir de ces musiques, puisque The Blues Brothers est honnêtement le film le plus joyeux qu'il existe. Si j'insiste sur le respect que The Blues Brothers porte au blues, c'est aussi et avant tout parce que la musique du film, réellement interprétée par les acteurs, est excellente. The Blues Brothers, il ne faut pas l'oublier, c'est un groupe avant d'être un film. Et ce n'est pas seulement un film qui veut rendre hommage au blues, mais un film qui veut aussi ajouter à son héritage. Même si les deux acteurs principaux ne sont pas de grands chanteurs, ils compensent par de l'envie et leur talent sur scène. Leur énergie sur scène est absolument communicative et tout le monde se rappelle du concert de la fin du film. Et cette énergie sur scène témoigne de leur talent pour les sketchs survoltés à la base de Saturday Night Live, on y revient. Ce qui est aussi très intéressant avec ce film, c'est que son réalisateur n'est aujourd'hui pas du tout reconnu comme un grand réalisateur, ou pas du tout connu aujourd'hui. Pourtant, dans les années 80, John Landis était vu comme un réalisateur très important. Il faisait même membre du clan des barbus, entre guillemets, avec Spielberg et George Lucas. Et il était reconnu à la même ampleur que ces deux réalisateurs. En 1978, il réalise par exemple American College, une comédie culte avec John Belushi dans le rôle titre.
Un an après les Blues Brothers, il réalise un des films d'horreur les plus réputés de tous les temps, Le Loup-garou de Londres, qui a été classé dans les, je crois, 200 meilleurs films de tous les temps. Le film Loup-garou de Londres impressionnera tellement Michael Jackson que le chanteur l'embauche pour réaliser un clip qui deviendra peut-être le meilleur clip de tous les temps, Thriller. En bref, John Landis, même si son nom ne porte plus aujourd'hui le même enthousiasme que dans les années 80, est en fait un très grand réalisateur. On attribue souvent à Quentin Tarantino un aspect postmoderne et référencé, un réalisateur qui multiplie les clins d'œil à d'autres œuvres comme si ces films avaient conscience d'être des films. Eh bien avant Tarantino, c'est John Landis qui développait déjà ce style en multipliant les références aux films d'horreur de la Warner par exemple, ou encore à 2001 l'Odyssée de l'espace. Les Blues Brothers, c'est un film qui montre que John Landis s'écarte aussi des références au cinéma pour multiplier les références à la musique. Là où Le Loup-garou de Londres est un film pour nerds de films d'horreur, The Blues Brothers c'est un film pour nerds de blues. C'est un film qui s'améliore à chaque visionnage, puisqu'on y voit à chaque fois une autre référence, une apparition par exemple d'un musicien, un clin d'œil à une autre musique, etc. En bref, The Blues Brothers, c'est un film qui est absolument unique. C'est un film qui respire la folie, et je le dis vraiment comme une bonne chose. Il s'intègre parfaitement dans l'époque où il a été créé, une époque durant laquelle les créateurs avaient beaucoup plus de liberté et pouvaient se permettre bien plus que les réalisateurs d'aujourd'hui. D'ailleurs, un film comme celui-ci ne pourrait pas vraiment être réalisé aujourd'hui. L'humour y est bien trop étrange, le tournage est bien trop risqué avec tous ces accidents de voiture, et le nombre de stars dans le film est largement trop élevé. À chacune de ces scènes, The Blues Brothers est un film qui donne une impression de liberté, une liberté artistique, l'impression que les artistes qui l'ont produit ont pu absolument tout se permettre, ne se sont aucunement limités dans la réalisation du film. Pour conclure, la meilleure façon de vous transmettre ce sentiment lorsque l'on voit le film, ce sentiment de joie, ce sentiment d'allégresse, je dirais même, c'est d'écouter la musique phare du film, Everybody Needs Somebody to Love.